Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale portant sur la notion de politique. La réflexion de type machiavélienne que je vous propose aujourd'hui se situe dans le prolongement critique de la réflexion platonicienne sur la justice que j'ai développée la fois précédente. En effet, précédemment, on a vu que la justice, dans son essence, impliquait l'impartialité et procédait d'un certain idéal intemporel. Et on a vu que, selon Platon, seul un philosophe roi pouvait mériter de gouverner et d'établir les meilleures lois possibles du fait de sa grande sagesse qui le rend le plus compétent afin d'assurer ce rôle au sein de la cité. Toutefois, on a soulevé un problème essentiel à ce propos en ce qui concerne la mise en pratique d'un gouvernement aristocratique, car si Platon reconnaît au peuple l'incapacité de se gouverner lui-même, il reconnaît également son incapacité à estimer à sa juste valeur celui qui devrait les gouverner. Et on devine que Platon a en tête le sort réservé à Socrate, qui était supposé être le plus sage des Athéniens, évidemment. On en était donc venu à se demander si gouverner n'implique pas de savoir s'adapter aux passions du peuple et à renoncer à des idéaux abstraits et métaphysiques tels que le bien en soi, qui serait un bien à prétention universelle et idéale. Le grand philosophe qui a opéré la première grande déconstruction la plus radicale de la théorie platonicienne aristocratique de la politique, c'est à mon sens Machiavel, penseur italien incontournable du XVIe siècle et de la période humaniste, et c'est son ouvrage Le Prince qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais m'appuyer tout particulièrement sur le chapitre 18 de cet ouvrage, mais je ferai également des références à d'autres idées majeures de ce dernier si j'estime que cela est pertinent, et je vous renverrai comme d'habitude à la lecture des passages concernés si ça vous intéresse. En effet, pour bien comprendre le génie de Machiavel, il faut rappeler que durant la période antique et durant le Moyen Âge, la conception de la politique était le plus souvent idéalisée dans le sens où tout pouvoir était fondé sur un idéal d'un bien à valeur universelle comme chez Platon, ou même un bien qui posséderait une origine divine. Thomas d'Aquin allant jusqu'à dire que tout pouvoir vient de Dieu, dans son ouvrage De Regno, qui signifie du royaume. Il y avait cette idée tenace selon laquelle un pouvoir n'est légitime que s'il se réfère à un bien absolu ayant une valeur universelle comme chez Platon ou de provenance divine. Quand je le dis comme ça en passant, quand un gouvernement se revendique justement d'un pouvoir qui est d'une autorité qui est d'origine divine, on appelle ça une théocratie. Théos qui signifie Dieu donc. Et justement, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais pour Machiavel, il peut y avoir un intérêt à faire semblant que l'on tient son pouvoir d'une divinité. Et il a une conception assez cynique justement de la religion dans le cadre de l'exercice du pouvoir. Mais bon, j'ai pas le temps d'en parler ici, mais peut-être qu'un jour j'y consacrerai une vidéo. Donc, en tout cas, pour Machiavel, dans Le Prince qu'il dédicace à Laurent II de Médicis, eh bien, il s'agit de rompre avec cette tradition philosophique, mais il ne le fait pas au nom d'une certaine forme d'impiété, parce qu'il ne croit pas en Dieu, il le fait parce qu'il estime que les idéaux ayant un caractère absolu et qui ont une vocation morale sont inadéquats à l'activité politique. Dans le fond, Machiavel partage en partie le constat de Platon, les hommes sont régis par leurs passions et par leurs intérêts, mais là où ce dernier détruit complètement l'idéalisme platonicien, c'est qu'il va jusqu'à dire qu'il faut supposer les hommes méchants. Par ailleurs, si on les suppose méchants, c'est qu'on n'en attend rien, vous voyez, on s'attend toujours au pire venant d'eux, et par conséquent, on prend toujours les devants. Bon, mais par ailleurs, Machiavel partage un autre constat avec Platon, c'est le fait que les hommes jugent d'après l'apparence. Il dit très exactement qu'ils jugent d'après leurs yeux plutôt que d'après leurs mains, et que peu de personnes voient véritablement ce que vous valez vraiment. Cette expression du jugement des yeux à la place de celui des mains revient à dire que le peuple juge selon ce qui lui apparaît et non d'après un certain usage au niveau pratique auquel renvoie le jugement pratique portant sur une fin, symbolisée par les mains.
En effet, pour Machiavel, celui qui juge d'après autre chose que la simple apparence, il sait quoi faire de ses mains justement. Et celui-là, c'est le prince donc. C'est celui qui est capable de jouer, de se jouer de ses apparences et de tromper son prochain de cette manière-là. C'est pourquoi, d'après Machiavel, un prince qui est apte à gouverner, c'est un homme politique habile et trompeur, qui sait comment tromper son peuple, justement. C'est d'ailleurs de là que vient en partie la mauvaise réputation dans certains milieux de Machiavel. Donc Machiavel, dès le chapitre 3 du Prince, justifie la nécessité de tromper son peuple en mettant en avant d'une part son incapacité à accepter facilement les changements, plus encore si il s'agit d'un gouvernement où il y a un certain conservatisme. Donc il faut accepter d'offenser le peuple si nécessaire, et d'autre part, il met en avant son caractère ingrat et capricieux. Selon Machiavel, un dirigeant qui serait gentil avec son peuple et qui ferait preuve de bienveillance serait un mauvais dirigeant, d'où la dédicace à Laurent II de Médicis qui était surnommé le Magnifique. Machiavel a voulu indirectement mettre en garde ce cher Laurent en lui expliquant plus ou moins qu'à trop vouloir faire le bien autour de lui, il risquait fort de passer pour un faible et de se faire renverser. Selon Machiavel, un homme politique bienveillant, c'est une contradiction dans les termes, hein, c'est perdu d'avance, et ça n'a aucun sens car de toute façon le peuple est ingrat et capricieux. Ce que dit Machiavel, c'est que le peuple change facilement d'avis sur son gouvernement et qu'à ce titre il ne sert à rien de vouloir à tout prix lui plaire. À un moment donné, ils peuvent bien aimer un dirigeant, mais du jour au lendemain, ils peuvent très bien ne plus l'apprécier. Donc ça sert à rien de vouloir faire plaisir à tout le monde. De toute façon, ce n'est pas possible. Selon Machiavel, un bon homme politique, c'est un homme politique qui détient la virtu. Et cette virtu n'a rien à voir avec la vertu chez les Grecs, justement. Encore que l'on pourrait, par certains aspects, la rapprocher de la prudence comme vertu chez Aristote. Par virtu, ici c'est le chapitre 15 du Prince qui est central, c'est là que Machiavel l'a défini. Machiavel entend par là la virtuosité politique, ou la capacité qu'un homme politique aurait de mener une politique réellement efficace. L'efficacité politique, c'est l'adéquation entre les fins que l'on se fixe et les moyens que l'on entreprend pour y arriver. C'est de Machiavel que vient cette célèbre citation selon laquelle la fin justifie les moyens, et qui explique que Machiavel n'est pas toujours une excellente réputation et passe parfois pour un bel enfoiré, ce qu'il n'était pas du tout au demeurant, mais je vais y venir et expliquer dans le détail pourquoi. Alors, selon Machiavel, gouverner c'est compliqué, et c'est compliqué parce que selon lui, il y a ce qu'il nomme la fortune, symbolisée par une déesse aux yeux bandés, et dont le prince, qui sait saisir les occasions propices, parvient à lui arracher des mèches de cheveux en passant. Pour développer ce point, disons qu'un prince, une fois au pouvoir, doit gouverner selon un contexte donné et avec un peuple capricieux qui peut facilement le prendre en grippe. Par conséquent, les beaux idéaux qui auraient une valeur intemporelle ne peuvent permettre au prince de gouverner adéquatement. Le gouvernant ne doit surtout pas essayer d'éduquer son peuple, contrairement à ce que pensait Platon, car c'est en supposant les hommes méchants, selon Machiavel, que l'on peut plus facilement s'adapter à eux et à leurs passions. En fait, Machiavel ne dit pas que de façon, tous les hommes sont pourris, qu'ils sont méchants, qu'il n'y a rien à en tirer. Il dit que c'est une méthode qui est tout à fait efficace et adéquate de les supposer méchants, parce que de cette manière-là, on s'attend au pire venant d'eux et on peut d'autant plus facilement les contrecarrer ils nous veulent du mal, vous voyez. Donc pour Machiavel, la virtu est une capacité d'anticipation des revers de la fortune liée au hasard qui fait que tout ne se passe pas comme on le souhaiterait justement. Et qui est la qualité que le bonhomme politique doit absolument posséder s'il souhaite gouverner efficacement en s'adaptant à un contexte politique donné. C'est donc une capacité qui permet de développer les moyens adéquats aux fins que l'on se donne et qui permet l'efficacité politique. La politique n'est donc pas une affaire de morale pour Machiavel car il faut apprendre à composer avec le hasard des circonstances et faire preuve d'une certaine flexibilité, ce que le bien en soi chez Platon ne permettait pas par exemple, puisque c'est un bien commun à valeur universelle qui demeure intemporel justement.
Comment ça fonctionne en pratique tout ça, me direz-vous? Parce que bon, ça reste quand même assez abstrait. Est-ce que Machiavel dit qu'il faut absolument tromper son peuple et dans quel but? Pour répondre à ces questions possibles, je vais vous lire un bref extrait du chapitre 18 du Prince que je vais analyser avec vous. Il dit: on peut combattre de deux manières, ou avec la loi ou avec la force. La première est propre à l'homme, la seconde est celle des bêtes. Mais comme celle-là ne suffit point, on est obligé de recourir à l'autre. Il faut donc qu'un prince sache agir à propos, et en bête et en homme. Bon, fin de citation. Donc ce qu'il y a d'intéressant dans cette citation de Machiavel, c'est que celui-ci rompt avec une certaine conception de l'humanité comme purement rationnelle. Pour bien gouverner, établir des lois ne suffit pas. Il faut réveiller la part de bestialité qui est en nous. Ça pourrait presque faire slogan publicitaire de pub de parfum. Tiens, réveille l'animal qui est en toi avec Machiavel. Bon, plus sérieusement, ce point permet de creuser un peu plus l'inefficacité de la morale en politique car dans la suite du texte, Machiavel nous dit que le prince doit à la fois se faire lion et recourir à la force si les circonstances l'exigent, et se faire renard le reste du temps, toujours en fonction des circonstances, c'est-à-dire recourir à la ruse. Pour le dire autrement, la masse dissidente du peuple que Machiavel symbolise par des loups, menaçant le pouvoir en place, doivent être neutralisés par le recours massif à la force. Il faut nécessairement recourir à une force de répression. Pour ces citoyens rebelles, le prince doit recourir à la force, et envers les citoyens qui sont davantage dociles, il doit se montrer renard et donc rusé, le renard symbolisant la ruse, afin de dissimuler sa véritable nature. Le prince doit toujours avancer à visage masqué. Donc le prince habile est un excellent dissimulateur, car il ne doit jamais être démasqué, sinon, bah, justement, le peuple se sentirait trahi et chercherait à s'en débarrasser. Toutefois, il ne peut pas simplement être rusé, car s'il ne recourrait qu'à la ruse, il finirait par se faire renverser par les citoyens dissidents qui ne le craignent pas. Et s'il ne recourrait qu'à la force, eh ben là aussi, ça serait une politique qui serait déséquilibrée, ça serait une brute et un tyran sanguinaire qui se ferait renverser là aussi, à force de susciter le ressentiment de son peuple. Là encore, c'est un constat, curieusement, que Machiavel et Platon partagent, hein. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire que c'est l'anti-idéalisme par excellence, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que Machiavel ne ferait jamais l'apologie du tyran du tyran vraiment violent et sanguinaire. Justement, pour Machiavel, ça, c'est pas bien, ça fonctionne pas. Mais justement, c'est pas bien, pas parce que c'est mal moralement, mais parce que bah, c'est inefficace. En fait, une bonne politique pour Machiavel, c'est une politique qui sait combiner la ruse et la force en fonction des circonstances, et le prince doit savoir jouer sur ces deux tableaux et faire preuve de suffisamment de flexibilité pour s'adapter aux circonstances. Par exemple, mieux vaut se montrer cruel envers un peuple qui se montre hostile et menace l'autorité souveraine de façon à marquer les esprits, en éborgnant ou en mutilant quelques manifestants par exemple, de façon à se maintenir au pouvoir, et recourir à la ruse ensuite en faisant des actes de bienfaisance pour montrer au peuple que même s'il ne faut pas nous chercher dans le fond, on n'est pas si méchant que ça, et que l'on sait récompenser les citoyens loyaux. Vous savez, c'est comme quand vous éduquez un enfant, il y a un moment où il faut nécessairement le punir, qu'on le veuille ou non, la punition, c'est un passage obligé quand on éduque un enfant, hein, et un moment où il faut être rusé en lui montrant que s'il se comporte bien, eh bien, il peut bénéficier de telle ou telle récompense. Eh bien, pour Machiavel, la politique efficace, c'est ça, être capable de souffler le chaud et le froid en quelque sorte. Par conséquent, on peut déjà commencer par déconstruire une idée fausse et tenace à propos de Machiavel. Non, Machiavel ne fait pas l'apologie de la tyrannie, puisque pour lui, un tyran, bah justement, il ne ferait même pas semblant de consulter son peuple, vous voyez, enfin, un tyran vraiment brutal, quoi. Ça serait, lui, il ferait passer les lois en force, par un recours exclusif de la force, et ça, pour Machiavel, c'est mauvais. C'est mauvais parce que c'est mal de trai pas parce que c'est mal de maltraiter son peuple et que c'est immoral, et Machiavel s'en fiche de ça, mais parce qu'un bon dirigeant ne doit pas entretenir le ressentiment de son peuple, et surtout, nous dit Machiavel, parce qu'il y a deux passions,
Et ça, c'est très important, hein. C'est vraiment un point qu'on a trop tendance à occulter chez Machiavel. Il y a deux passions dont le dirigeant doit absolument se prémunir, c'est la haine et le mépris du peuple. Parce que ces deux passions-là sont nuisibles à la stabilité politique et peuvent conduire à un renversement du pouvoir tôt ou tard. Pour Machiavel, le dirigeant, contrairement à une idée reçue, n'a pas pour finalité que ses propres intérêts à lui. Ce n'est pas un homme méchant, entre guillemets, seulement un opportuniste qui sait ménager les intérêts privés, les siens, avec ceux de son peuple. Donc vous voyez, ça fait quand même un peu une petite différence. Le but entre ça et on va dire le bel enfoiré qui fait toujours en sorte d'arriver à ses fins sans jamais absolument tenir compte du peuple dans ses calculs. Le but de la politique, pour Machiavel, ça reste quand même le bien commun et la stabilité du régime politique qui est en place. En dernier recours, mieux vaut être craint que respecté, dans la mesure où il est difficile d'obtenir le respect venant d'un peuple, surtout de manière stable, tandis que la crainte permet au prince d'espérer rester au pouvoir le plus longtemps possible, celui-ci ayant un effet dissuasif et tenace chez le peuple qui craindrait pour sa vie, justement. Ce qui est intéressant avec cette théorie de Machiavel, c'est que par conséquent, il n'y a plus de justice absolue fondée sur un bien en soi intemporel et idéal, mais une justice qui coïncide avec la justesse de l'action en politique. Une loi juste, par exemple, c'est une loi qui va ménager au mieux les intérêts privés du dirigeant avec celui du peuple. Pour Machiavel, un dirigeant qui ne profite pas de son pouvoir et de son emprise sur le peuple, c'est un idiot. Il profite même pas de sa situation. Mais s'il est trop gourmand et s'il oublie de satisfaire les besoins de son peuple et de demeurer un minimum soucieux du bien commun, au moins en apparence, en s'adaptant aux circonstances, alors là, ça peut pas fonctionner durablement. Et la stabilité politique, tout comme Platon, c'est ça le critère d'un gouvernement politique qui fonctionne. Il faut donc évacuer la morale du champ politique, selon Machiavel, car les idéaux moraux sont trop exigeants et demeurent inflexibles et inadaptés à la diversité des circonstances que l'on retrouve dans le champ politique. Par exemple, la morale nous prescrit de toujours honorer nos promesses et de toujours nous montrer honnêtes envers notre prochain, mais justement Machiavel nous dit la chose suivante, il nous dit que si nous parvenons au pouvoir en ayant fait des promesses et qu'une fois au pouvoir, cela n'a plus aucun sens de les honorer, ou en tout cas que ça pourrait nous être nuisible à cause d'un changement de circonstances entre-temps, alors il ne faut pas tenir les dites promesses. Hein, vous savez, c'est un peu de là que vient le peuple qui se plaint en disant ouais j'ai voté pour lui mais il a pas tenu ses promesses, ils sont pourris les présidents. Bon par exemple, bah justement si un président parvient au pouvoir en promettant d'augmenter le SMIC mais qu'entre-temps la dette du pays a augmenté et qu'il devrait pour cela taxer les plus riches qui l'ont aidé à parvenir où il est et à se maintenir au pouvoir, alors ce n'est pas dans son intérêt d'augmenter le SMIC, vous voyez? Donc ce ne sont pas des idéaux moraux et abstraits qui doivent gouverner, mais les circonstances elles-mêmes qui doivent réguler l'action politique pour Machiavel, car ce dernier part du principe que de toute façon, rien n'indique que les autres tiendraient nécessairement leurs promesses, il ne sert donc à rien de se montrer meilleur qu'eux, puisqu'à l'arrivée, ça serait nous le pigeon ou le dindon de la farce. En fait, pour Machiavel, il y a rien à espérer de l'humanité en général, et ça sert à rien de vouloir montrer l'exemple, quoi. Voilà, c'est le renoncement à toute forme d'idéalisme à ce niveau-là. Donc, supposer les hommes méchants permet d'être davantage prudent dans nos actions, comme je l'ai expliqué, et de mieux nous adapter aux pièges que peuvent nous tendre ce qu'il appelle les loups. Les loups, c'est les citoyens dissidents. La ruse permettant justement de les désamorcer, donc permet au prince de désamorcer les pièges et de les éviter, d'éviter les pièges que lui tendent ses ennemis, et la force permettant justement d'empêcher tout contre-pouvoir nuisible à l'autorité du prince, en se faisant un minimum craindre, justement. En fait, pour Machiavel, on peut dire que le prince n'est pas immoral dans la mesure où il ne veut pas à tout prix faire le mal autour de lui, mais seulement amoral dans la mesure où il ne se soucie pas de respecter des idéaux abstraits et universels.
Machiavel disant qu'il faut garder la morale pour les affaires privées et pas pour les affaires publiques par ailleurs. C'est de Machiavel que vient l'adjectif machiavélique, mais il ne faut pas confondre machiavélique et machiavélien dans la mesure où machiavélique est péjoratif et désigne toute personne qui calcule sans cesse ses intérêts afin d'atteindre ses objectifs égoïstes, là où le machiavélien est celui qui s'inspire de l'enseignement de Machiavel en se montrant prévoyant et en s'adaptant aux circonstances. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que la morale n'a pas trait à la politique ou seulement de manière apparente lorsque le prince estime qu'il est nécessaire de faire preuve de bienfaisance envers son peuple. En fait, pour Machiavel, les actes de gentillesse ou de bienveillance prennent toujours place dans un contexte de ruse et de dissimulation de la nature de renard du prince. Toutefois, comme je l'ai expliqué, le but de la politique n'est pas le règne des intérêts privés du prince, mais le bien commun. La différence avec Platon, c'est que le dirigeant ne respecte pas le bien commun au nom d'un idéal à valeur absolue, mais seulement car il sait qu'il ne peut conserver le pouvoir durablement que s'il respecte un minimum ce bien commun. Ça ne veut pas dire que le prince doit céder au peuple, hein, pas du tout, hein, surtout pas. Ça veut juste dire qui ne peut pas constamment négliger son intérêt. Vous voyez, c'est ça la subtilité avec Machiavel. C'est pour ça que ça n'aura aucun sens de dire que c'est un affreux bonhomme ou même que c'est un bisounours. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, hein. Il est au-delà de, au-delà de tout ça. Donc le prince se montre donc un minimum moral, entre guillemets, si on peut dire, mais toujours accidentellement pour éviter la haine et le mépris du peuple, qui sont un facteur de désordre, comme je l'ai dit. Les intérêts du dirigeant ne peuvent donc pas être absolument distincts des intérêts du peuple de manière constante. Ce n'est pas possible et c'est pour cela que Machiavel n'est donc pas aussi affreux qu'on veut bien le penser, il me semble. On peut donc se demander à présent si le renoncement à la morale en politique est une fatalité. En effet, bien que des idéaux moraux abstraits ne puissent être efficaces à l'action politique, sujettes aux circonstances hasardeuses, comme on l'a vu, faut-il pour autant renoncer à subordonner la morale à toute fin d'ordre politique, dans la mesure où la ruse permettrait justement de faire appliquer des lois qui iraient dans le sens de l'intérêt commun, pas seulement celui du dirigeant? Est-il davantage possible donc de penser que si un peuple est réellement éduqué, bah justement, il n'y aurait pas besoin de le tromper indéfiniment? C'est ce point que nous aborderons la prochaine fois en nous interrogeant à nouveau sur une éventuelle fonction éducatrice possible de la politique, où nous en profiterons pour relancer nos réflexions sur la justice. En attendant, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé, et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée.